Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de la rentrée dans les écoles du CEPO. On va aussi parler de qu'est-ce qui est en train de se passer au Musée canadien de la guerre parce qu'il y a de très belles affaires qui s'en viennent. Je vais aussi m'entretenir avec le directeur de la chorale de l'Université d'Ottawa qui est en plein recrutement en ce moment. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Jean-Marie Vianney et on parle de la nouvelle saison de ton émission intitulée Vivre ensemble. Jean-Marie, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi cette émission, est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu le concept? Vivre ensemble, merci déjà et bonne saison à toi, Claude Andréane. Merci pour l'invitation. Et puis pour ceux et celles qui nous ont déjà suivis, Vivre ensemble, en fait, c'est un ramassis des membres de la communauté qui sont là, qui ont fait pas mal de choses, mais dont le parcours, la contribution au sein de la communauté permet à ce qu'on établisse des ponts entre nous, que leur travail, leur implication soient reconnus. Vivre ensemble, c'est un peu la promotion de ces membres de la communauté qui sont là et qui font beaucoup de choses, mais qui font en même temps dans l'inclusion, la diversité, l'originalité et l'innovation de leur contribution au sein de la communauté francophile, francophone et toute la communauté ottavienne. Voilà. Je suis très contente que tu parles de ça parce que ce qui est intéressant, c'est que dans ton émission, tu ne vas pas chercher seulement 2-3 domaines où est-ce qu'il y a des personnes qui sont en train de rayonner là. Tu touches vraiment à tout. Et en effet, je pense que la particularité des émissions avant et aujourd'hui, c'est que on va tout chercher au moins parce qu'on en produit 12. Alors on essaie de faire la diversité au niveau de 12 femmes, 6 femmes, 6 hommes, Okay. qui sont représentatives, que ce soit au niveau du genre, au niveau de l'intersectionnalité de leur contribution au sein de la communauté. Donc, elles peuvent être des femmes politiciennes, mais des mamans, mais ça n'empêche pas qu'elles sont des professionnels, qu'elles sont impliquées dans plusieurs autres aspects de la communauté. Ça n'empêche pas que ce soit des hommes ou qui sont impliqués dans plusieurs enjeux qui adressent les défis et qui font de ces individus-là des porte-parole de la contribution qu'elles apportent. Et donc, je pense Quelqu'un de que très connu. nous sommes dans un... Il y a quelqu'un de très connu dans la Oui. communauté et puis je suppose que tu vas souvent chercher des personnes aussi qui peut-être sont connues comme toi. Est-ce que tu as des noms que tu pourrais nous donner de certains de tes invités pêle-mêle comme ça? Par exemple, cette saison-ci, nous avons voulu aller chercher des gens qui ont fait un parcours depuis les 25 dernières années, donc entre autres Madame Jocelyne Constant, qui est par exemple une des leaders de la communauté afro-haïtienne dans la région de la capitale nationale, Darlene Lozis. Je suis allé chercher des individus comme Bodin Goy, que vous connaissez au niveau de la bande dessinée. Donc aussi des intervenants jeunes de la nouvelle communauté, parce que ça se remplace la communauté aussi. Il y a des gens un peu plus des aînés, les gens au milieu et puis les gens qui commencent. Alors, donc, c'est important de faire un mélange. Les membres de la communauté de souche aussi, entre autres, Diego Alozondo, qui est membre de la communauté de souche, la communauté accueillante, si vous voulez. Donc, pour vraiment démontrer les attitudes et les capacités de notre communauté à intégrer la diversité, à intégrer l'inclusion et à favoriser le vivre ensemble. Vous savez, on sort de la pandémie, on se pose la question de savoir comment notre communauté a vécu ça. Mais cette émission-là, c'est vraiment pour donner la possibilité à ces gens-là de dire voilà comment moi j'ai procédé, voilà comment ça a été pour moi, et si ça peut vous aider pour faire votre parcours aussi. Et donc, j'ai beaucoup apprécié la générosité de chacune de ces invités-là, et j'invite vraiment tous ceux et celles qui vont nous écouter à continuer à nous supporter. Et je remercie Rogers, notre diffuseur, de nous donner cette opportunité, de me donner cette opportunité-là de leader un projet comme celui-là et d'inclure autant de gens de la communauté. La liste était tellement grande et longue qu'à un moment donné, on doit faire une petite sélection discriminatoire, mais je promets à tous et tous qu'on va continuer, on va travailler, on espère que les conditions d'ici là vont changer
pour qu'on permette à ce qu'il y ait beaucoup plus de gens qui arrivent et qui passent et que les outils, les mécanismes de diffusion aussi s'améliorent dans les prochaines saisons, les prochaines années. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marie. Je te souhaite bonne chance pour cette nouvelle saison. Là, on croise les doigts. Et puis, je vais inviter les gens à regarder. Au revoir et bonne journée. Merci, au revoir et à vous aussi. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour la première diffusion de l'émission Vivre Ensemble, ça se fera le lundi prochain, à partir de 19h. Et si vous voulez avoir plus d'informations, www.tvrogers.com, c'est le site web à visiter. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler de la musique avant toute chose. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est? Restez avec moi, on se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle, nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine. À la prochaine émission, on cuisine le bibimbap. On parle de Corée du Sud avec mon invité, Philippe Sabourin. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, de la musique avant toute chose. C'est le thème de la nouvelle saison de la chorale de l'Université d'Ottawa. Et pour en parler, M. Robert Filion, qui nous fait le plaisir de jaser avec nous de cette rentrée assez particulière. Et il faut dire que vous êtes en plein recrutement, M. Filion. Oui, tout à fait. On recherche des choristes qui sont prêts qui veulent venir chanter en présentiel avec un masque, évidemment, pour la saison qui commence, là. Alors, est-ce que les recrutements, moi, ma question, est-ce que les recrutements, puisqu'on en parle aujourd'hui, ça a débuté vraiment, ça bat son plein, et si oui, ça s'arrêtera quand? On en a pour peut-être une semaine ou deux encore, dépendamment des nouvelles recrues. On cherche des gens qui lisent un peu la musique, qui chantent juste, qui ont de l'expérience chorale. Donc, on commence nos répétitions demain, mais c'est pas vrai qu'on prendra pas quelqu'un parce qu'on a manqué une première répétition. D'accord, ça c'est bon à savoir. Alors, dites-moi un peu, qui sont les personnes qui seraient les plus adéquates pour être de bons candidats pour la chorale? Ça serait des personnes qui ont de l'expérience de chant choral, évidemment, qui comprennent les chorales. On n'a pas besoin d'acteurs de solfège, si on peut utiliser les grands mots, là, mais souvent, on a des instrumentistes, des gens qui ont joué du violon quand ils étaient petits, ou du piano, des choses comme ça, qui ont chanté dans les chorales, qui ont une certaine expérience. Là, c'est pas la première arme à chanter en chorale, et qui ont le goût de faire du grand répertoire, parce qu'on touche un petit peu à toutes sortes de choses. Alors moi, ma question, parce que là, j'entends dire qu'il faut avoir fait de la chorale ou bien avoir des aptitudes par rapport à nos différentes cordes vocales. Je ne vais pas dire que je suis la meilleure des chanteuses, mais quand même, je pense que quand je pousse la voix, ça donne quelque chose. Est-ce qu'avec ce minime talent que j'ai là, je peux venir passer une audition? Oui, en fait, c'est la magie des chorales. Quand on met plusieurs voix ensemble, il en ressort le plus beau. Et évidemment, la majorité des choristes, c'est des gens qui disent « Moi, je chante
je pense que j'ai une voix agréable à entendre, mais je suis pas un soliste, là. Je veux pas chanter tout seul. J'aime ça chanter avec les autres, avec les groupes, avec un groupe, entendre l'harmonie, le travail ensemble. C'est ça qui attire souvent les choristes chez nous. Donc, si on a le goût de faire des belles choses, c'est là que ça marche comme il faut. Et puis, il y a des conditions à respecter. Je pense qu'on devrait être âgé de 18 ans au moins. Monsieur Filion, je pense qu'il faut être âgé d'au moins 18 ans pour intégrer la chorale. J'ai perdu le son. Monsieur Filion, est-ce que vous m'entendez? Si oui, je posais la question par rapport à l'âge d'adhésion à la chorale. On va prendre une toute petite pause et on revient tout de suite après pour parler de qu'est-ce qui se passe avec la chorale de l'Université d'Ottawa. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Les mots que tu me souffles, des mots aux mille saveurs, me font mordre à ta bouche, frissonner de chaleur. Dans ma prison lunaire, dans ma prison lunaire, et tout d'un coup le feu de Bengale. La chambre nous prend en otage. En quatre saisons, le froid me rapproche de toi. Le ciel est en chute libre, nuit blanche pour se vivre, prêt pour la haute voltige qui donne le grand vertige. Au plafond infini, au plafond infini, tes cheveux font des fleurs quand nos corps font la danse, la fonte des grands espaces en toute petite banquise. Dans mon lit fugitif, dans mon lit fugitif, et tout d'un coup le feu de Bengale. La chambre nous prend en otage. En quatre saisons. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de recrutement au niveau de la chorale de l'Université d'Ottawa et j'en parlais avec Monsieur Filion. Et là, ma question, avant qu'on aille à la pause, c'était de savoir l'âge qu'on devait avoir pour pouvoir intégrer la chorale. L'âge des choristes, c'est à partir de l'âge d'université, donc on dirait 17-18 ans, jusqu'à 77, disons. Jusqu'à 77 ans, pardon. OK, là, puisque je vous ai et que peut-être des personnes qui nous regardent seraient intéressées à intégrer la chorale, je vais profiter de votre présence pour vous demander, ce serait quoi, vous, vos conseils pour bien se préparer pour cette audition-là? Ben, c'est assez facile. On cherche pas quelque chose d'extraordinaire ou de préparer rien de bizarre ou de différent. Ce que je veux entendre aux auditions, c'est vraiment les choristes qui chantent. Puis ensuite, on leur fait faire un petit peu de lecture musicale. On parle de leurs antécédents pour savoir quelle sorte d'expérience ils ont. Puis on vérifie leur registre de voix pour s'assurer qu'on les place dans la bonne, qu'ils soient alto ou soprano, dans le bon pupitre là, pour chanter les bonnes choses. C'est aussi simple que ça. Comment on fait pour reconnaître le registre de voix d'une personne? Ah, ben souvent en parlant, on a une bonne idée, mais on fait faire des vocalises pour voir jusqu'où on va dans les notes aiguës, dans les notes graves, puis la couleur de la voix chantée aussi aide à identifier. Je suis curieuse là. Quand vous m'entendez parler comme ça, dans quel cadre que vous me mettez?
Ben, moi, je pense que vous êtes soprano, mais il faudrait voir. Il faudrait faire des petits tests de vocalise. OK, je pense que je vais passer faire ça juste pour le fun. Alors, dites-moi, après le recrutement, c'est clair que vous allez commencer à vous préparer pour les activités de cette année. Oui, absolument. Puis on a 2 grands concerts. Le premier à Noël, c'est un concert qu'on a appelé Noël Royal Christmas, parce qu'on fait une première partie de musique baroque du Roi Soleil, c'est-à-dire ce qu'on entendait à Versailles dans les grandes années, là, à l'époque baroque. Et la deuxième partie, la musique qu'on aurait entendue à l'époque victorienne. Donc, on se promène là, dans les deux grandes hémisphères, là, pas hémisphères, mais les 2 grands pays qui nous ont donné beaucoup de chants chorales. Ça va donner une expérience assez intéressante. Puis, il y a un groupe de Gatineau qui s'appelle Les Plaisirs du Clavecin qui se joint avec nous. Okay. Ce sont des spécialistes de musique baroque, donc on va vraiment avoir du plaisir à jouer avec eux autres. Et puis, on espère qu'on pourra venir vous voir comme en présentiel. C'est ce qu'on espère. En tout cas, moi j'espère le plus qu'on ne fera pas de chœur virtuel. Ça, c'est... Mais c'est ça que je vous souhaite. On l'a fait l'année dernière. C'est ça que je vous souhaite. Merci. Et avant de vous laisser aller, c'est clair qu'à chaque fois que vous préparez quelque chose, que ce soit en décembre ou bien en fin d'année, vous venez toujours nous voir. Je sais que vous êtes assez occupés, mais j'aimerais pas qu'on oublie ça, qu'on mentionne aux gens que la chorale organise quelque chose pour décembre, là, parce que je pense que j'y serai cette année. Ah, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite bonne journée et puis bonne chance. Merci. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir plus d'informations, www.uottawa.ca, c'est le site web à visiter. Je pense que notre troisième invitée est là, Catherine Lyons du Musée canadien de la guerre. Bonne saison à nous. C'est la première fois que tu reviens depuis le début de la saison, Catherine. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous préparez des affaires pour les programmes virtuels pour les écoles. Oui, tout justement, c'est la saison de la rentrée. Les écoliers sont de retour et le musée est prêt pour offrir toutes sortes d'expériences intéressantes, divertissantes pour les écoliers, les élèves partout au pays, pas juste dans la région. Alors moi, je vois sur le site web que ces programmes virtuels là pour cette nouvelle année scolaire là, c'est quelque chose de nouveau. Alors, est-ce qu'on pourrait en parler? C'est quoi la nouveauté dedans? Bien, c'est le côté virtuel. Comme j'ai mentionné, on est là pour accueillir, instruire, divertir des élèves de partout au Canada, pas seulement de la région. Avant, on imaginait faire une sortie au musée. Il fallait prendre son autobus jaune pour se rendre au musée, passer... l'après-midi, là, revenir à l'école, toute la question d'avoir des remplaçantes à l'école, des permissions, c'est un peu compliqué organiser tout ça en temps normal, mais avec COVID, c'est quasiment devenu impossible. Donc, pour offrir quand même une expérience muséale aux élèves, on a créé des programmes interactifs virtuels, c'est-à-dire les écoles peuvent brancher avec le musée de n'importe où et suivre un programme qui est approprié pour leur niveau, qui offre des connexions au curriculum et qui surtout, l'élément clé, c'est pas passif, c'est une expérience vraiment interactive avec une éducateur ou une éducatrice qui est formée à engager, à susciter des questions, à vraiment provoquer l'intérêt des élèves. Ce que j'ai aimé dans qu'est-ce que tu viens de donner comme définition, là, et puis j'aimerais qu'on revienne un peu dessus, c'est que le musée, il n'a pas juste fait des programmes parce qu'il faut faire des programmes. Il y a un très beau lien à faire avec le curriculum que les élèves qui participent à ce programme-là ou à ces activités vont avoir, parce que vous créez des liens entre telle activité et puis le cursus scolaire qu'un élève peut choisir. Et ça, je trouve ça super intéressant. Oui, c'est important. Il faut toujours avoir comme une raison d'être. Et souvent, pour les enseignants, les écoles, le fait qu'il y a un lien direct avec soit une unité d'études ou un moment clé durant l'année scolaire, c'est vraiment la justification pour le programme.
Et aussi, ça nous aide à cibler différents groupes d'âge parce qu'évidemment, une classe de 2e année, c'est pas pareil que 10e année. Leur niveau, leurs besoins, leurs aptitudes, il faut quand même faire des ajustements. C'est vrai, je suis très d'accord avec ça. Le premier programme dont on va parler, c'est Témoins de l'histoire et celui-là, il est offert pour tous les niveaux. Oui, ce programme, c'est vraiment pour démontrer que l'histoire, c'est pas juste des choses qu'on apprend dans les livres ou en regardant des films, mais c'est aussi le vécu de vraies personnes. Donc, nos témoins de l'histoire, c'est des gens qui, à travers leur service dans les forces armées, ont vécu des choses intéressantes. Soit ils ont fait des missions de maintien de paix, ils ont participé à des conflits outre-mer, ou même on fait de la formation de policiers, de militaires dans d'autres pays. Donc, on parle vraiment de cette expérience internationale, des liens avec maintien de paix, des droits de la personne, les conflits et l'histoire militaire. Donc, il y a toutes sortes de liens qui sont possibles entre le vécu de la personne, le témoin, et le cours d'études. Donc, ça, c'est vraiment sciences sociales, puis ça s'applique à tous les niveaux parce que nos témoins sont formés à ajuster leur approche selon l'âge et selon les intérêts, les questions des élèves. Ça devient une expérience unique, là, parce que moi, j'ai fait l'expérience d'interviewer quelqu'un de chez vous, là, qui est un bénévole, mais c'est un ancien combattant. J'étais toute comme ça, là, en train de le regarder, on dirait une petite fille, là. Donc, j'imagine un peu les élèves qui vont entendre des récits comme des récits qui sont vraiment vrais. C'est vrai, en fait. C'est pas des figurants que vous êtes allés chercher, là. C'est ça exactement. Et à travers, puisque c'est interactif, c'est pas enregistré, les élèves peuvent poser des questions. Ils peuvent aller explorer certains éléments qui leur intriguent plus que d'autres. Donc, c'est pas quelque chose de statique, c'est vraiment taillé, conçu pour les élèves dans ce moment-là. Alors, le deuxième programme, c'est Digne d'un musée et celui-là, il est offert pour certains paliers d'études. C'est pas offert à tout le monde. C'est surtout conçu pour les élèves de la 4e année jusqu'en 12e année. Je dirais le thématique Première Guerre mondiale, ça pourrait être fort intéressant pour les 10e années parce qu'il y a un très beau lien avec le cours d'histoire du Canada. Mais le concept qu'on examine ensemble, les élèves et l'éducateur examinent ensemble cette idée d'objet et qu'un objet, un artefact peut contenir toute une histoire, peut vraiment à travers l'étude et l'interrogation d'un objet, on peut faire des liens entre des personnes, des thématiques. C'est vraiment la preuve tangible de l'histoire. Et aussi, on peut aborder la question, quand est-ce qu'un objet devient un artefact? Pourquoi on inclut certaines choses dans des musées, des expositions, et pourquoi pas d'autres? Qu'est-ce qui rend quelque chose important? Quelle est la signification de cet objet? Et c'est vraiment un programme qui va chercher la curiosité des élèves. C'est parce que là, tu as posé la question pêle-mêle. Là, je me suis dit, c'est vrai, je peux poser moi aussi la question. Qu'est-ce qui fait d'un artefact un objet comme si important? J'ai jamais parce pensé. que le moment qu'on le met dans un musée avec une vitrine puis la petite plaque, c'est comme donner une importance. Mais pourquoi? Alors, les élèves sont invités à vraiment explorer le pourquoi et aussi découvrir les autres aspects de l'objet. C'est pas juste c'est un tableau ou c'est un casque. Non, mais il y a peut-être une histoire derrière le casque où on peut peut-être comprendre une expérience qu'on n'aurait pas pensé à première vue. Pour cette deuxième activité-là, j'ai une question qui vient de monter, puisque c'est quelque chose d'interactif avec les élèves et puis leurs enseignants. Et puis, il y a aussi quelqu'un du musée qui est de l'autre côté de la caméra. Est-ce que c'est à chaque fois que vous faites une présentation que vous présentez un nouvel artefact ou c'est le même artefact qui va circuler pour les présentations?
Donc, il y a 3 artefacts qui sont inclus dans le programme, puis c'est les mêmes 3. Les objets ont été choisis. Il faut être déjà dans une exposition du musée, donc c'est quelque chose qui est déjà présent, digne d'un musée, et qu'on peut vraiment voir dans son contexte dans l'exposition. Donc, il y a un petit côté de visite virtuelle parce qu'on fait circuler virtuellement les élèves dans l'exposition. Et on a choisi les objets pour montrer une diversité. Donc, il y a une diversité de types, un tableau, une œuvre d'art, un tout petit objet, puis quelque chose qui provient d'un soldat autochtone. Donc, il y a une diversité de types d'objets pour offrir une variété aux élèves parce que c'est pas tout le monde qui est intéressé peut-être par des œuvres d'art, peut-être d'autres sont intéressés par des petits objets personnels. Donc, c'est vraiment pour offrir une diversité d'expériences et d'objets. Ben oui, ça, c'est bien pensé, en tout cas, pour cette deuxième activité. Troisième activité dont on veut parler, toi et moi, Catherine, elle s'intitule « L'histoire d'un soldat ». Puis là, c'est vraiment un soldat qui va faire un partage de son parcours, en fait. Puis là, c'est de la maternelle à la 3e année, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et voilà la grande différence dans l'approche, la raison pour laquelle c'est différent. Et on a conçu un programme pour les élèves beaucoup plus jeunes qui ont peut-être moins de connaissances, moins de capacité de comprendre l'histoire dans toute sa complexité et que les thèmes de guerre, de conflit, de sacrifice sont un peu plus difficile. Donc, c'est difficile pour un enfant de la maternelle de comprendre tout ça de façon qui est appropriée, qui est sensible. Donc, ce qu'on propose pour les plus jeunes, c'est vraiment une histoire d'un vrai soldat. Donc, c'est pas un témoin qui raconte son histoire, c'est vraiment un soldat du passé qui a créé son propre album souvenir avec des photos de toute son expérience au long de la Première Guerre mondiale. Donc, l'éducatrice ou l'éducateur montre les photos et ensemble, les élèves suivent son histoire, son expérience. Et on partage aussi d'exemples de vrais objets. Donc, on voit dans les photos historiques que le soldat portait un casque ou un veston. Donc, l'éducateur va montrer le casque et on va faire une comparaison entre le vrai objet et ce qu'on voit dans la photo. Donc, c'est vraiment à comprendre ce trajet d'un soldat, le pourquoi et le qui pour le souvenir. On imagine que le lien pour les plus jeunes, c'est souvent autour du jour du souvenir. Il y a un intérêt dans les écoles pour commencer à introduire le souvenir comme le jour du souvenir comme une date importante. Donc voilà, on peut rendre ça un peu concret pour les jeunes à travers l'histoire d'une personne. Et ce soldat s'appelait Will Van Allen. C'est pas pour tout raconter l'histoire, mais c'est quelqu'un qui a vécu le recrutement, la formation, le déploiement en Europe. Il a été blessé et son retour au pays. Donc, c'est quelqu'un qui a survécu la guerre. Wow! Ça, c'est intéressant. Ça. Puis, ça lui donne un peu de travail, je me dis, de pouvoir approcher un public aussi jeune. Comme l'approche qu'il va avoir, là, ça demande d'être travaillé. Oui, et donc, on part, le concept, c'est vraiment de prendre quelque chose qui est facile à raconter. Il y a une chronologie, une suite, c'est comme une histoire typique dans ce sens-là. Et au lieu d'essayer de tout expliquer d'une guerre, les éléments, ils vont rester comme, qu'est-ce qu'ils racontent? C'est une personne. Donc, on peut quand même établir des liens, comprendre l'histoire d'une personne. Ça, c'est bon à savoir. Alors, comment ça va se passer pour les réservations? Comment les écoles peuvent s'y prendre?
J'ai une très bonne nouvelle à partager. Cette année, grâce à la générosité de nos donateurs, entre autres les amis du Musée canadien de la guerre, les programmes scolaires virtuels sont offerts gratuitement pour n'importe quelle école au Canada. Bien entendu, c'est selon la disponibilité. Et les programmes scolaires virtuels vont être disponibles à partir du 13 octobre. Donc, on invite les enseignants d'aller sur notre site web, préparer à faire une réservation à la fin de ce mois. On n'est pas encore prêt à prendre des réservations, mais vers la fin du mois de septembre, sur notre site web, il y a un formulaire à remplir et comme j'ai dit, les programmes vont commencer le 13 octobre tout au long de l'année scolaire et ce, gratuitement. Écoute, Catherine, c'est une grosse nouvelle, ça. Je parle avec la directrice de l'éducation du CEPO juste après toi. Je pense que je vais lui balancer la nouvelle. C'est gratuit. Alors, dis-moi, Catherine, maintenant qu'on a parlé de réservation et tout ça, je suis juste curieuse de savoir si vous allez apporter une petite aide. Je sais que l'année précédente, vous l'avez fait de manière technologique, je veux dire. Parce qu'il y a certaines écoles qui ont besoin d'un apport technique pour pouvoir avoir accès à qu'est-ce que vous offrez virtuellement. Durant la dernière année scolaire, tout au long de l'hiver et du printemps, on a fait des programmes, des essais avec des écoles partout. Et nous avons appris que les écoles ont maintenant quand même une très bonne capacité au niveau technologique. Nous pouvons quand même leur appuyer avec des séances, des questions, foire aux questions. Et nous avons la flexibilité soit d'accueillir des écoles sur notre plateforme Zoom ou d'être des invités dans leur salle de classe virtuelle sur Google. Donc, on a une certaine flexibilité. Flexibilité, gratuité, là, ça se prend bien, là. Je sais pas qui me regarde, là, mais en tout cas, ça se prend bien. Tu me disais, entre autres, qu'il y avait d'autres activités. Il va nous rester, je pense, 3 minutes, d'autres activités à venir aussi au Musée canadien de la guerre concernant les programmes scolaires. Oui, donc on a tous les 3 programmes scolaires virtuels, mais le musée est bel et bien ouvert et nous pouvons accueillir des élèves, soit en petits groupes, soit en sortie. Ça se peut qu'il y a des écoles de la région pour lesquelles c'est toujours possible de venir au musée. Oui. Encore à partir d'octobre, nous allons de nouveau offrir des visites guidées. Donc, on peut accompagner un groupe scolaire pour une visite sur place. Il y a aussi des fiches d'activité pour faire une visite plus auto-guidée. Donc, ça, c'est à partir encore d'octobre, après la longue fin de semaine du mois d'Action de grâce. Autre possibilité pour les écoles et les élèves, ceux qui apprennent à la maison, il y a toutes nos ressources numériques qui sont déjà en ligne. Et je mentionne un tout dernier programme qui existe depuis quelques années. C'est notre programme Ligne de ravitaillement des boîtes de découverte. On n'a jamais parlé de ça. C'est parce que c'est plus conçu pour les écoles à l'extérieur de la région. Il s'agit d'une grosse boîte, plutôt une trousse, qui pèse à peu près 50 livres et qui est remplie d'objets que les élèves peuvent manipuler. Donc, les écoles peuvent emprunter ces objets pour utiliser en salle de classe. Et le programme s'appelle Ligne de ravitaillement, boîte de découverte. Et ça aussi, ça existe depuis plusieurs années. C'est très populaire. Il nous reste pas beaucoup de disponibilité. C'est un autre programme gratuit et c'est des prêts d'objets de musée pour utiliser en salle de classe. Tu as que des bonnes nouvelles pour nous ce matin, Catherine. Ne t'inquiète pas, je pense que je vais les passer au moins cette semaine-là, à chaque jour, là, dès que j'aurai l'occasion. Merci beaucoup à toi et puis merci pour tout ce que le Musée canadien de la guerre fait pour les élèves de la région. Bonne journée! Pareillement, merci beaucoup. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, je pense que ça se prend bien des activités pour les programmes virtuels scolaires au www.museedelaguerre.ca.
c'est gratuit, donc gratuité et flexibilité que le Musée canadien de la guerre vous offre. Je pense que ça se prend bien. On va prendre une pause et juste après, je parle toujours dans le contexte de rentrée scolaire avec la directrice de l'éducation du CEPO. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Faudrait pas qu'il mouille, qu'on se colle un peu, qu'on s'endure mieux, qu'on se fasse une partie de fouille. J'suis tanné de la pression, de l'impression. J'veux juste rentrer à maison, suivre le filon des 4 saisons. À San Miguel, c'est pas le souhait, mais il fait chaud en salle, c'est humide, c'est pas normal. À San Miguel, t'es pas belle, mais la pluie qui donne, c'est lourd pour le moral. Ben non, j'suis pas fâché, non, mais le temps est long, pis tu le sais, j'suis pas ben bon pour lire dans tes pensées. Retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai avec moi la directrice de l'éducation du CEPO, Madame Tremblay, que j'ai le plaisir en fait de parler avec ce matin. Et on parle de votre entrée dans les différentes écoles du CEPO qui sont sous le signe de la bienveillance. On en avait parlé un peu l'année précédente, mais je pense que cette thématique-là revient de plus belle cette année. Tout à fait. Alors, bonjour Claude et merci beaucoup de me recevoir à l'émission ce matin. La bienveillance. Pardon, est-ce que vous aviez... Non, du tout. On voulait parler de cette thématique-là de bienveillance. Comment c'est important? Oui, tout à fait. Je pense que la bienveillance entre les êtres humains sur la planète, c'est un sujet qui sera toujours d'actualité, ça sera toujours une valeur importante, évidemment. Je pense qu'apraprès une année et demie, là, on a un bon 18 mois de fait dans cette pandémie. Je pense que s'il y a une chose qu'on a apprise à ce niveau-là, c'est à quel point c'est clé. On est fatigué. Ouais. Les enfants, les adolescents, nos élèves sont fatigués. Il y a une fatigue, je dirais, mentale qui s'ancre présentement avec toutes les épreuves, tous les défis qu'on a relevés dans la dernière année et demie. Alors, tant chez les élèves, chez les parents, chez le personnel. Bref, tout le monde la ressent, cette fatigue profonde-là. Alors, il est clair que dans ce contexte-là, la bienveillance est tout indiquée. Dans nos écoles, cette année, le message qu'on a voulu faire passer au personnel qui œuvre directement auprès des élèves, c'est à quel point il faut prendre le temps de bien connecter avec les élèves, d'établir une belle relation de confiance avec eux, parce qu'on sait que l'apprentissage se fait quand ce lien-là, il est solide. Et on a invité notre personnel, on le sait, qu'il y a eu des retards d'apprentissage à cause de tous les dérangements qu'on a connus depuis 18 mois. Puis là, il ne faut pas vouloir rattraper les acquis scolaires des élèves à n'importe quel prix. Donc, important de bien établir la connexion, de bien connaître les élèves, comprendre leurs besoins et là, faire ajuster la pédagogie, l'enseignement en fonction de cette réalité-là. Si nos élèves ne sont pas bien, tant au plan mental que physique,
l'apprentissage ne pourra pas se faire aussi bien et dans certains cas, pas du tout, à moins qu'on ait mis en place certaines conditions de base là, qui sont beaucoup ancrées dans une relation humaine bienveillante. Alors, c'est vraiment le message qu'on a voulu donner. On découvre nos élèves, on comprend leurs besoins, on va les chercher là où ils sont rendus dans leurs apprentissages. Et là, on les accompagne avec beaucoup de bienveillance et de la pédagogie efficace pour les amener le plus loin possible. Puis on sait que pour certains élèves, le rattrapage des acquis scolaires va se faire de façon très, très, très facile, aisée et rapide. Pour des élèves qui peuvent avoir des besoins particuliers en matière d'apprentissage, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais l'important, je disais dans ma vidéo que j'ai adressée à l'ensemble du personnel scolaire, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Oh, c'est tellement bien dit là. Et puis, j'aimerais prendre le temps très sincèrement de dire aux gens qui nous regardent que c'est pas un discours, on va dire un discours, si je peux me permettre de le dire, un discours marketing que vous avez. C'est vraiment quelque chose que vous avez à cœur, le bien-être de vos élèves. Je le dis pourquoi? Pas parce que je parle avec vous, mais j'ai parlé avec des professeurs de chez vous. J'ai déjà parlé avec des élèves de vos écoles là. Et c'est toujours ça qui est mis en avant, le bien-être d'abord de l'élève. Oui, celui de l'enseignant, mais celui de l'élève est vraiment très primordial pour vous. Et vous avez parlé d'un message tantôt. Moi, j'ai pu le voir sur le site web du CEPO. Pour cette nouvelle année, vous avez aussi adressé un message et aux élèves et aux parents et à tous ceux qui vous soutiennent. Et c'est ça qui ressort, bien-être, bienveillance. Je pense que vous êtes partis pour une belle rentrée là, dans la douceur. Et puis moi, je voulais qu'on parle ensemble du guide. Parce que ce guide-là, ça vient vraiment apporter un réconfort aux parents qui sont un peu inquiets par rapport à cette rentrée scolaire-là. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut toujours se rappeler, c'est tout à fait normal d'être inquiet et d'avoir des préoccupations. Cette pandémie-là a beaucoup, je pense, étiré notre muscle de résilience et parfois même notre muscle de confiance. On n'a pas été en contrôle de grand-chose. Alors, cette réaction-là, après ma barre, elle est tout à fait normale. Et puis, je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner, que ce soit aux élèves, aux parents ou au personnel qui ont des préoccupations, c'est d'abord et avant tout de bien se renseigner à partir de sources fiables. Et je vois à l'écran que vous avez montré donc notre guide de retour à l'école. Alors, ça demeure une ressource précieuse pour les parents qui peuvent avoir certaines questions. Et si jamais, dans le guide, un parent ne trouvait pas réponse à ses questions ou à ses préoccupations, je l'invite à se tourner vers l'enseignante ou l'enseignant de son enfant, et qui est toujours la personne la plus près de l'enfant et souvent la meilleure personne pour donner les informations qui sont demandées. Et si ce membre du personnel-là n'est pas en mesure de fournir toute l'information que le parent aimerait recevoir, à ce moment-là, il est clair que la direction de l'école demeure une personne clé là, vers qui se tourner pour poser des questions. Définitivement. Et ce guide-là, il a 5 points. On ne pourra pas parler de ces 5 points-là, malheureusement, mais j'aimerais qu'on discute de 2 d'entre eux. Et le premier, c'est le bien-être et la santé mentale des élèves et des employés. Alors, tout à fait. Je pense que le premier message à donner à ce chapitre-là, c'est le bien-être des élèves passe par le bien-être des employés. Alors, voilà pourquoi on a quand même un regard qu'on porte sur les deux. Quand on est une personne, c'est un peu comme l'image dans l'avion, là, quand ils nous donnent les consignes de sécurité, que si jamais on a besoin de mettre un masque d'oxygène, on le fait pour soi d'abord, pour être en mesure d'aider à quelqu'un. Oui. C'est un peu, c'est un peu le même concept en matière de bien-être. Alors, on a des mesures et des programmes qui sont disponibles tant pour les élèves que pour le personnel qui peuvent avoir besoin d'un petit coup de pouce additionnel en matière de bien-être et de santé mentale. Alors d'abord pour les élèves, on a mis en place différentes initiatives pour faciliter le retour à l'école, parce que on se souviendra que pour les élèves
élèves en Ontario. La rentrée à la fin du mois d'août, ça faisait quand même depuis la mi-avril que les élèves n'avaient pas mis les pieds dans l'école. Puis pour certains élèves, ça peut être anxiogène, ça peut être inquiétant, préoccupant. Alors, une des premières choses qu'on a demandé au personnel, c'est que dans les premières heures, sinon les premiers jours de classe, c'est d'enseigner à nouveau les routines à respecter, donc toutes les mesures de protection à respecter dans les écoles. On a également invité le personnel à porter un regard bien précis sur l'état socio-émotionnel des élèves pour voir si certains d'entre eux pouvaient avoir besoin d'un petit complément pour bien s'asseoir dans cette... de retour en salle de classe dans ces nouvelles routines-là. Et également, on le sait, on l'a dit à plusieurs reprises, au CPO, on a une belle équipe de travailleurs sociaux, de travailleuses sociales qui sont disponibles pour venir apporter un appui plus pointu à certains élèves qui pourraient avoir besoin d'un peu plus que ce qu'on est en mesure de donner à chaque jour dans une salle de classe. Et pour les élèves qui ont des besoins de nature plus complexes, à ce moment-là, on a toutes sortes de beaux partenariats avec des organismes communautaires, dont le CAP, le centre de CHIO et autres, qui peuvent venir prêter main forte à un enfant et même une famille qui peut avoir besoin de davantage d'appui à ce niveau-là. Votre équipe fonctionne bien, vous savez pourquoi? Parce que vous-même, vous êtes passionné. Vous êtes passionné par qu'est-ce que vous faites, passionné par vos élèves et ça, sincèrement, j'adore. On va revenir à notre fameux guide qui est offert sur le site web du CEPO. Le deuxième point que j'aimerais qu'on discute ensemble, c'est la continuité de l'apprentissage et de l'enseignement. J'ai aimé que vous ayez introduit ce point-là dans le guide. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'avec la situation qu'on vit, du jour au lendemain, là, tout peut basculer. Mais de préciser que l'apprentissage sera en continu, au moins ça réconforte les parents. Oui, tout à fait. Écoutez, ce qu'on souhaite tous et toutes, le plus au monde, c'est que les écoles restent ouvertes toute l'année scolaire. On le sait que pour la très grande majorité des élèves, c'est la présence à l'école, évidemment assortie de programmes, de services, d'enseignement de qualité et tout le reste, qui est c'est l'environnement le plus optimal pour qu'un élève apprenne et réussisse. Alors ça, je pense que c'est le premier message qu'on veut passer. Ceci étant dit, advenant une éclosion dans une salle de classe ou dans une école, advenant et on se souhaite qu'on n'ira pas là, mais que le contexte sanitaire communautaire autour de nos écoles devienne très problématique et nécessite donc la fermeture d'une ou de plusieurs écoles pendant un certain temps. Notre personnel est bien outillé à tout point de vue, je vous dirais, cette année, si on compare à l'an dernier à pareille date. Ça nous est tombé dessus, là. Cette bascule-là, donc, pour être en mesure de pivoter du présentiel vers le virtuel. L'année passée, nos équipes ont travaillé très fort parce qu'il faut comprendre une chose quand on est pédagogue. Alors, de la pédagogie en virtuel puis de la pédagogie en personne, ce n'est pas la même chose. Et on peut pas juste, c'est pas juste parce qu'on a une caméra devant soi que là, on peut continuer à faire comme on l'aurait fait en salle de classe. L'enseignement, c'est beaucoup plus que ça. Il y a toutes sortes de pratiques qu'on adopte comme pédagogue en salle de classe, que ce soit de marcher la classe. On a une capacité de mieux lire le groupe, aller voir peut-être les élèves pour qui il y a certaines difficultés ou il y a un certain désengagement, alors qu'à l'écran, c'est beaucoup plus complexe et différent. Mais ceci étant dit, cette année, alors toutes nos équipes ont développé un grand savoir à ce chapitre-là et si on devait basculer d'un mode présentiel vers le mode virtuel, alors à ce moment-là, nos équipes sont bien prêtes pour s'ajuster puis s'assurer que les élèves continuent d'apprendre comme on souhaite qu'ils le fassent. Et puis, puisqu'on est en train de parler de pratiques virtuelles ou même en présentiel par rapport à vos différentes écoles, je sais que le pavé est encore d'actualité dans vos différentes écoles et j'aimerais qu'on en parle un peu. C'est le programme d'apprentissage virtuel. Qu'est-ce qui a changé pour cette année?
Je vous dirais essentiellement, le fonctionnement est encore qu'il ne l'était. Il y a 1 an, là, cette école-là, aujourd'hui, je pense qu'elle avait à peu près 1 semaine de vie. Il est clair, on n'avait jamais... Il n'y a aucun conseil scolaire, ou très peu de conseils scolaires, qui avait mis sur pied des écoles virtuelles. C'est quelque chose qu'on a fait dans un temps record l'an dernier. On est très fiers parce que le pavé, c'est à toute fin pratique une école virtuelle, la maternelle à la 12e année. Et encore une fois, on a développé notre savoir pour être capable d'avoir la pédagogie la plus efficace pour le plus grand bien de nos élèves en mode virtuel. J'ai eu la chance l'an dernier, à quelques reprises, d'aller visiter des salles de classe virtuellement et j'ai été complètement épatée. De voir quand même l'engagement des élèves, puis leur capacité à s'adapter rapidement, avec aisance et avec efficacité à ce nouvel environnement d'apprentissage-là. Puis j'ai aussi été très impressionnée de voir la qualité de la pédagogie de notre personnel enseignant, puis notre personnel de la petite enfance qui œuvre dans cet environnement-là. Alors, notre école existe encore cette année. Je vous dirais que le plus gros changement, c'est le nombre d'élèves. Alors que l'an dernier, si ma mémoire est bonne, à un certain moment donné, on avait près de 1900 élèves qui étaient inscrits à notre pavé de la maternelle à la 12e année. Cette année, puis encore une fois, j'y vais de mémoire, là, mais le dernier chiffre que j'ai vu, on se situe autour du 800-850 élèves. Alors, on voit que cette formule-là répondait à un très grand besoin l'an dernier et que ce besoin-là a changé. Mais ceci étant dit, il nous reste 800 et 850 beaux élèves à notre pavé. On a encore une fois une équipe qui est pleinement engagée et qui met tout son cœur et tout son génie à mettre en place des pratiques pédagogiques pour assurer que nos élèves, que l'apprentissage de nos élèves soit d'aussi bonne qualité que ce qui peut se vivre en présentiel dans nos écoles. Oh, vous êtes vraiment extraordinaire, là, je le dis en tout cas très sincèrement. Puis là, puisque vous êtes très organisé, que ce soit en présentiel ou même en virtuel, on l'a mentionné un peu tantôt quand vous étiez en train de parler, c'est possible pour un parent qui décide, OK, cette année, j'aimerais que mon coco aille en présentiel. Il y va et puis arrivé un moment, on se sent un peu anxieux. Est-ce que durant le cours de l'année, on peut décider sur le coup comme ça de basculer en virtuel? Et si oui, c'est quoi les conditions à remplir? D'accord. Alors, pour le détail à ce chapitre-là, je vais inviter les parents à aller sur le site web de notre conseil et de taper dans l'engin de recherche pavé, puis vous allez arriver sur un micro-site web où toutes ces informations-là sont disponibles. Parfait. Mais pour répondre à votre question, Claude, oui, c'est possible de changer de mode de fréquentation en cours d'année. Ceci étant dit, il faut comprendre qu'on a organisé notre école virtuelle et toutes nos écoles en présentiel avec le bassin d'enseignantes et d'enseignants, entre autres, là, que nous avions à notre disposition. Alors, on n'a pas reçu de financement additionnel pour créer cette école-là. Alors, au fur et à mesure qu'on voit, puis on a vu le phénomène depuis le mois d'août, on a vu un transfert d'à peu près 300 élèves du pavé vers le présentiel. Bon, on comprend que 300 élèves, ça veut dire qu'il y a des enseignants et des enseignantes, des éducateurs de la petite enfance ou des éducatrices ou des éducateurs spécialisés qui doivent bouger donc vers le présentiel. Ouais. Alors, c'est ce qui fait en sorte que ça ne peut pas se faire de manière instantanée. Alors, sur le site web, les parents pourront voir quelles sont les dates butoirs à l'élémentaire et également au secondaire. Parce qu'au secondaire, il y a une particularité. Puisque les écoles fonctionnent en quadrimestre, et qu'il y a quand même un certain nombre de cours obligatoires pour qu'un élève ait son diplôme d'études secondaires de l'Ontario à la fin de la 12e année et tout le reste. On permet les changements jusqu'au 10 décembre, si ma mémoire est bonne. Et par la suite, pour le reste de l'année, changer d'un mode à un autre, ce n'est pas disponible parce qu'en fonction de l'horaire des cours et l'offre des cours, tant au pavé que dans les écoles secondaires, on ne serait plus en mesure de garantir qu'un élève ait accès à tous les cours dont il a besoin pour remplir les exigences d'obtention du diplôme d'études secondaires. Alors, tous les détails sont là. Il est évident que quand on reçoit une demande, on essaie d'agir le plus rapidement possible pour que se fasse le transfert,
mais ce n'est pas aussi simple que de claquer les doigts. Alors, chers parents, ceux qui nous regardent, là, ce serait intéressant de suivre la stratégie qu'il faut pour pouvoir faire basculer votre enfant si vous le voulez. Madame Tremblay, merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Et avant de vous laisser aller, moi, je vais vous donner une bonne nouvelle. Avant notre entrevue, je parlais avec le Musée canadien de la guerre tantôt, qui offre des programmes virtuels et on me fait dire que c'est gratuit. Donc, juste pour vous laisser savoir, ça commence le 13 octobre. Je vous remercie beaucoup. Je les trouve très créatifs dans leur offre de service. Oui. Alors, on va s'assurer que notre personnel en soit informé pour qu'il puisse s'en prévaloir. Merci beaucoup, Merci Claude. beaucoup à vous et je souhaite une bonne rentrée. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour plus d'informations sur les activités du CEPO sur la rentrée scolaire, www.cepo.on.ca, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après, vous savez que j'ai plein d'informations à vous partager, alors j'espère que vous allez rester avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sur nos voies navigables, un décès sur 3 est causé par la navigation de plaisance avec les capacités affaiblies. Ne naviguez jamais si vos capacités sont affaiblies. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. À notre prochaine émission, nous allons recevoir Diego Elizondo, activiste passionné de l'histoire franco-ontarienne. Il va nous parler de son parcours. 7h rendez-vous. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission, j'ai quelques informations pour vous, mais vous pouvez la revoir sur notre site web. Alors aujourd'hui, j'ai parlé avec M. Robert Filion de la chorale de l'Université d'Ottawa qui est en plein recrutement en ce moment et ce, durant les 2 prochaines semaines. Et si vous voulez y participer et faire ces auditions, là, ça sera au www.uottawa.oir.ca ou bien même info@uottawa.choir.ca. Et puis deuxième information aussi que je veux partager avec vous, c'est les activités des programmes virtuels offerts par le Musée canadien de la guerre. Si vous êtes intéressé, www.museecanadiendelaguerre.ca, c'est le site web à visiter. Ce que j'aimerais mentionner, c'est que ces activités au Musée canadien de la guerre sont gratuites. Donc vous pouvez aller voir sur le site web et puis avoir plus de renseignements. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous, cette heure, avec vous. On se voit demain encore pour une autre heure d'émission. On aura plein d'invités et parmi ces invités, là, on va parler avec Nathalie Kahalé de la nouvelle saison de Nat en parle et bien d'autres choses encore. On se voit demain à partir de 11h. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée.
Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission de Passeport 1225, nous accueillons Marie-Élisabeth Lévesque, une planificatrice d'événements, qui nous informe des activités régionales qui pourraient vous intéresser. Ensuite, nous écoutons quelques reportages des étudiants en journalisme à la Cité. Soyez des nôtres. Passeport 1225, lundi 17h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.